Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. C'est le numéro 11, c'est le premier numéro de l'année 2024 et donc forcément j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs vœux pour une année 2024 qui est une année qui s'annonce sans doute comme l'année 2023 d'ailleurs, sous le signe de la lutte, du combat face à un gouvernement qui a déjà fait beaucoup de mal au pays en 2023. Ça a été la réforme des retraites, ça a été la loi sur l'immigration par exemple, et qui a l'intention malheureusement de continuer à le faire. Et en face de ça, il y a besoin d'une opposition qui se cache pas, qui n'a pas peur, qui se bat au jour le jour pour faire en sorte qu'il fasse le moins de mal possible à ce pays. Et c'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 11, ça commence maintenant. Alors forcément, l'actualité de la rentrée, ça a été, vous l'avez vu sur les chaînes d'information en continu, c'est le remaniement, Madame Borne qui a été débranchée, il y a un nouveau Premier ministre, c'est Monsieur Attal, et on a enfin un gouvernement qui franchement est un gouvernement de briques et de broc, c'est la cour des miracles. Vous avez là le dernier carré de fidèles macronistes qui enfin accomplissent leur but ultime, c'est rejoindre le gouvernement. Vous avez les derniers débris d'un monde politique en décomposition de personnes qui étaient républicains et qui ont réussi à se faire acheter le plus cher possible pour donner l'impression que ce gouvernement était enfin un élargissement. Bref, c'est un casting qui honnêtement est assez désespérant. Il y a beaucoup de choses à dire en quelque sorte sur ce gouvernement, mais je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Mais il y a beaucoup de choses à dire. La planification écologique, ça devait être la grande priorité d'Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat. On allait voir ce qu'on allait voir. Il allait être le président le plus écologique du monde. Et il avait nommé Madame Borne initialement comme étant première ministre en charge de la planification écologique. Et là, vous avez un nouveau gouvernement dans lequel cette idée de planification écologique a tout simplement disparu. Monsieur Attal a été nommé Premier ministre. Il nous a dit « Bon, je quitte le ministère de l'Éducation nationale, mais l'éducation va rester une grande priorité de mon gouvernement. » Sauf qu'il n'y a plus de ministère de l'Éducation nationale de plein exercice. C'est la ministre des Sports, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, de l'escrime, du basket, du football qui maintenant est aussi en charge de l'Éducation nationale. Bon, vous me direz, elle a donné déjà quelques idées sur sa politique quand elle a expliqué que pour loger les athlètes pour les Jeux Olympiques, on allait mettre dehors les étudiants des résidences universitaires. Et puis, en inscrivant ses enfants elle-même dans un collège privé catholique qui a été pointé du doigt pour la manière avec laquelle l'enseignement s'y déroule, je pense que ce qu'elle fait en dit long sur l'idée qu'elle se fait finalement de l'école publique. Pourtant, l'école, et contrairement à ce qu'on nous raconte depuis le début de la semaine, le bilan du ministre Attal sur ce sujet est calamiteux. L'école, ça devrait être une grande priorité aujourd'hui. La France, elle a le bonnet d'âne en Europe, elle a les classes les plus surchargées, elle a des rémunérations pour les enseignants qui sont de 15 à 20% inférieures à la moyenne de l'OCDE, alors que tout le monde dit que, bien sûr, pour que nos enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité, il faut tout simplement qu'ils aient des professeurs en face d'eux, qu'ils aient des fournitures scolaires pour étudier, que quand un professeur est absent, il soit remplacé et qu'on ne se retrouve pas pendant des jours et des semaines avec des élèves qui sont obligés d'entrer à la maison. Donc, il n'y a plus de ministère de l'Éducation nationale. La planification écologique, ça n'existe plus. La santé, ça fait partie des sujets. Quand vous interrogez les Français, il y a deux priorités qui reviennent. La question du pouvoir d'achat, on en parlera, et la question de la santé. Là aussi, pas de ministre de plein exercice pour la santé. Les ministres de la santé en Macronie, ils changent tous les 6 mois. Aucune politique sur ce sujet, alors que nos urgences sont dans un état qui est un état désastreux. Les urgences se ferment, on n'est plus en capacité d'être pris en charge de manière sérieuse quand on a une maladie grave aujourd'hui. La France est devenue un immense désert médical avec, dans un certain nombre d'endroits, le fait qu'il n'y a plus de personnel de santé pour prendre en charge telle ou telle pathologie ou tel problème. Et face à ça, on n'a pas de ministre de la Santé, pas de ministère de la Santé, pas d'éducation, pas de santé, plus de planification écologique. Des fonctions régaliennes qui sont occupées exclusivement par les hommes. Les femmes sont reléguées au second plan. En quelque sorte, la seule parité qui existe dans ce gouvernement, c'est la parité entre ceux qui étaient pour le mariage pour tous et ceux qui étaient contre le mariage pour tous, puisqu'on se retrouve avec des nouveaux ministres qui manifestaient, participaient à des manifestations contre le mariage pour tous. Bref, c'est un gouvernement de briques et de broc. C'est un gouvernement, clairement, qui n'apportera pas de réponse sérieuse aux problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Et on attend maintenant que le Premier ministre
ministre, M. Attal, vienne devant l'Assemblée nationale, qui présente sa feuille de route, qui nous dit ce qu'il compte faire, au-delà du casting, des visages, des figures, qui nous dit ce qu'il compte faire, et puis qui s'engage et qui demande la confiance. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, le président de la République identifie, nomme un Premier ministre, mais ensuite, ce Premier ministre, il doit être désigné formellement, il doit être soutenu formellement par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et là, M. Attal, manifestement, peut-être qu'il changera d'avis, semble avoir encore, comme Mme Borne à l'époque, l'intention de sauter au-dessus de ce vote de confiance qui, pourtant, est une nécessité démocratique. C'est prévu dans la Constitution. Le Premier ministre prononce un discours de politique générale et demande la confiance des parlementaires. Bon, pendant qu'on nous agite, qu'on nous amuse depuis le début de la semaine avec du faux suspense sur qui va être Premier ministre, qui va être un tel ministre de telle ou telle chose, malheureusement, les difficultés, les problèmes auxquels est confronté le pays sont toujours là. Et notamment cette semaine, on a eu dans un certain nombre d'endroits une vague de froid. Et la question qui nous était posée, c'était comment on fait en sorte de mettre à l'abri notamment tous les gens qui dorment dans la rue. On a déjà eu malheureusement 2 drames, 2 personnes qui sont décédées, une à Carpentras, une à Boulogne. Et comment on peut accepter que dans la 7e puissance économique du monde, on puisse mourir parce qu'il fait trop froid, mourir parce qu'on est obligé de dormir dans la rue? Personne ne peut l'accepter. Et que fait le gouvernement sur ce sujet? Il nous annonce une rallonge pour ouvrir à terme 10 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Il y a aujourd'hui 330 000 personnes, selon la Fondation Abbé Pierre, qui dorment dans la rue. Il y a 3 000 enfants qui dorment dans la rue. Alors, c'est pas les 10 000 places d'hébergement d'urgence que nous annonce le gouvernement et qui sont pas effectives aujourd'hui qui va nous permettre de faire en sorte de mettre à l'abri l'ensemble des personnes, de faire en sorte qu'on puisse pas mourir en France parce qu'il fait trop froid la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir davantage de places d'hébergement d'urgence, bien sûr, mais en attendant, il faut une mesure exceptionnelle. Et la mesure exceptionnelle, c'est d'utiliser des logements qui sont aujourd'hui des logements vacants, non occupés. Il y en a plus de 3 millions en France. C'est-à-dire que pour chaque personne qui dort dans la rue, il y a 10 logements inoccupés. Et de faire en sorte qu'on utilise ces logements inoccupés pour faire en sorte que les personnes qui dorment dans la rue soient enfin mises à l'abri. C'est la proposition que nous avons faite. Et comme nous n'avons pas de réponse du gouvernement, nous avons annoncé, le groupe parlementaire de la France Insoumise, que nous allons porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Parce que quand on meurt en France, on ne meurt pas du froid, contrairement à ce qu'on entend parfois dans les médias. On meurt de l'inaction gouvernementale. On meurt de l'incapacité du gouvernement à mettre à l'abri les gens qui sont obligés de dormir dans la rue. Donc cette question du froid, elle est centrale. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Mais je vous invite à interpeller, à prendre position sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, c'est notre humanité qui est en cause sur cette question. Le froid, bien sûr, ça participe des éléments de l'actualité aussi, parce qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique et que quand il fait froid, c'est des factures de chauffage, des factures d'électricité, des factures de gaz qui bondissent encore. Le prix de l'électricité a augmenté de 26% sur l'année 2023. Or, aujourd'hui, le gouvernement s'apprête à augmenter encore de 10% supplémentaire le prix de l'électricité au 1er février. Hier, on a appris que cette augmentation, elle n'était pas due à une augmentation du prix de l'électricité sur les marchés. Elle est due à une simple décision gouvernementale qui a l'intention, dans un moment où les gens tirent la langue avec les prix de l'alimentation augmentés, les prix du carburant, les prix de l'énergie, le gouvernement a l'intention de réintroduire une taxe sur l'électricité qui va se traduire par une augmentation du prix de l'électricité de 10%. C'est un racket, c'est inacceptable. Donc maintenant, si monsieur Attal veut, soi-disant, répondre aux difficultés des Français, qui prennent la décision et qu'il l'annonce d'annuler cette hausse du prix de l'électricité au 1er février, parce que c'est pas possible, c'est pas supportable, c'est pas acceptable. Il faut non seulement annuler cette hausse, il faut sortir du marché européen de l'électricité, il faut rétablir les tarifs réglementés pour faire en sorte qu'on puisse faire baisser les prix, pour faire en sorte qu'on ne paye pas l'électricité avec 26, peut-être demain, près de 40% d'augmentation, comme pour l'instant le gouvernement s'apprête à le faire. Bloquer les prix sur l'électricité, bloquer les prix sur le carburant, bloquer les prix sur l'alimentation. Il y a des négociations commerciales en ce moment. Bruno Le Maire, Bruno espère, Bruno souhaite, Bruno promet. Maintenant, il nous dit il va y avoir des prix de l'alimentation qui vont baisser. Mais les industriels nous disent ah non, il n'est pas prévu qu'il y ait des prix de l'alimentation qui baissent. Bruno Le Maire, il nous a annoncé depuis 2 ans qu'on était au pic de l'inflation. Les prix continuent d'augmenter. Donc non seulement il faut agir sur l'énergie, mais il faut agir sur les produits et le prix des produits alimentaires, sur l'alimentation. Sur ce sujet, on a déposé dans notre niche parlementaire à la fin de l'année 2023 une proposition de loi pour encadrer les marges. Le gouvernement, alors qu'on avait réussi à gagner des votes pendant toute la journée, a rappelé des macronistes en les faisant revenir de circonscription pour balayer le vote à la fin. Aujourd'hui, on en aurait eu bien besoin de cette proposition de loi pour encadrer les marges parce que les négociations commerciales qui sont en cours, contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, en tout cas si j'en crois, les industriels qui sont en train de négocier, ça va pas se traduire par des baisses de tarifs pour l'alimentation, alors qu'on a besoin que l'alimentation coûte moins cher parce qu'aujourd'hui l'alimentation elle coûte trop cher, donc c'est des gens qui peuvent pas se nourrir, c'est des gens qui se privent, c'est des gens qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants et on peut pas encore une fois accepter ça dans notre pays aujourd'hui. Donc voilà les priorités, c'est pas leur
remaniement pour savoir si c'est un tel ou une telle qui va occuper telle ou telle fonction. C'est qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire sur ce sujet? Est-ce qu'ils ont l'intention d'annuler l'augmentation du prix de l'électricité? Est-ce qu'ils ont l'intention de bloquer enfin les prix sur l'alimentation? Est-ce qu'ils ont l'intention, puisque soi-disant M. Attal veut que le travail paye, est-ce qu'il a l'intention d'agir pour augmenter les salaires, augmenter le SMIC, indexer les salaires sur l'inflation? Pourquoi pas encadrer les écarts de salaire, qu'il n'y ait pas plus d'écarts de salaire de 1 à 20 dans une entreprise, comme on le propose dans le programme L'Avenir en commun? Voilà les réponses qu'on attend et on les aura peut-être à l'occasion du discours de politique générale. Le deuxième, troisième, quatrième, je ne sais plus, sujet, qui est aussi un sujet très important de l'actualité, c'est l'actualité internationale, avec malheureusement les massacres qui se poursuivent à Gaza, où il y a déjà quasiment 1% de la population qui habite sur la bande de Gaza, qui est déjà mort sous les bombardements de l'armée israélienne. Et ça se fait dans un silence, et même parfois dans une complicité coupable, une grande partie de la classe politique en France, des États-Unis, d'un certain nombre de pays qui sont soi-disant l'Occident, modèle de démocratie et qui acceptent ce type de massacre. Heureusement, l'Afrique du Sud, l'État sud-africain, a pris une initiative qui est une initiative majeure, puisque l'Afrique du Sud a porté plainte contre le gouvernement israélien devant ce qu'on appelle la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est un organe judiciaire qui est rattaché à l'ONU. C'est donc un organe officiel qui est en charge d'arbitrer quand il y a des désaccords, quand il y a des conflits juridiques entre des États. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a signé une convention sur la prévention des génocides et Israël a aussi signé cette convention. Et l'Afrique du Sud dit aujourd'hui Israël ne respecte pas cette convention sur la prévention des génocides. Et cette audience, elle a eu lieu devant la Cour internationale de justice à La Haye, c'est aux Pays-Bas. Ce jeudi, l'Afrique du Sud a présenté ses griefs et ce vendredi, Israël a présenté sa vision des choses. Et c'est une initiative qui est une initiative très importante. Et on espère maintenant, on attend un rendu de la Cour internationale de justice. On espère que la Cour internationale de justice prononce une sanction, une décision qui soit une décision très ferme pour dire à l'État israélien, vous devez arrêter vos opérations militaires sur la bande de Gaza parce qu'elles font trop de morts et que vous ne respectez pas la convention que vous avez signée. D'ici là, il faut continuer à se mobiliser parce que c'est notre mobilisation, notre poids, on met dans la balance le poids des opinions publiques internationales qui peut faire bouger les lignes. En tout cas, ça a fait bouger les lignes en France. Ça a fait bouger les lignes dans un certain nombre de pays d'Europe. Ça pourra continuer à faire bouger les lignes. Pour ça, il faut se manifester, il faut se mobiliser, il faut faire en sorte qu'on ne laisse pas ce massacre se dérouler comme ça dans le silence coupable d'une grande partie de celles et ceux qui dirigent dans notre pays. Donc je vous invite à participer aux prochaines manifestations, aux prochaines mobilisations, à relayer les différentes initiatives qui sont prises par les collectifs pour obtenir le cessez-le-feu le plus rapidement possible à Gaza. Je vous invite aussi à dénoncer, à être extrêmement attentif sur tous les risques d'extension, d'élargissement du conflit. On sait que le gouvernement Netanyahou a l'intention d'ouvrir un nouveau front avec le Liban. Pas touche au Liban, on n'acceptera pas. Et le président de la République en France doit prendre une position très ferme pour dire qu'il n'acceptera pas que la guerre s'étende jusqu'au Liban. Voilà un sujet qui est un sujet dramatique sur lequel on a besoin de notre mobilisation. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines manifestations sur ce sujet, dans les prochaines luttes pour notre pouvoir d'achat, contre l'augmentation du prix de l'énergie, contre l'augmentation du prix de l'alimentation, dans les prochaines manifestations qui vont avoir lieu ce dimanche 14 janvier, le dimanche 21 janvier, contre la loi immigration, pour demander l'abandon de cette loi qui défigure la France, de cette loi qui fait quelque sorte notre honte à l'échelle internationale quand on voit qu'on s'en prend comme ça à des étudiants étrangers, quand on voit qu'on inscrit dans notre loi des principes qui sont des principes aussi détestables que la préférence nationale, comme si un travailleur français allait gagner quelque chose du fait qu'on allait rendre la vie des travailleurs étrangers plus difficile, comme si on ne savait pas que si l'ensemble des travailleurs étrangers dans notre pays, la France, décidaient d'arrêter le travail pendant une journée, pendant 2 journées ou pendant une semaine, le pays tout simplement ne pourrait pas tenir parce qu'ils occupent une grande partie des fonctions qui sont des fonctions essentielles à la vie de la nation. Et les pointer du doigt, les stigmatiser, comme l'a fait Madame Borne, Monsieur Macron et une majorité de députés macronistes, c'est tout simplement insupportable. Donc il faut se mobiliser aussi pour demander et obtenir le retrait de cette loi sur l'immigration. Et puis la dernière date que je veux partager avec vous, c'est une date de vœux, puisque je vous le disais en introduction, on est au début de l'année 2024 et donc au mois de janvier on présente nos vœux et donc je vous invite à venir participer à mes vœux que j'organiserai le samedi 20 janvier prochain à Marseille. Vous trouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux. J'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux. Je vous souhaite encore une fois une belle année de lutte, une belle année de combat. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination, vous pouvez compter sur notre détermination parce qu'on lâchera rien.